dossiers, vous pouvez lire des choses du type telle personne en fait est retenue, donc depuis 50 ans, hein, parce que les idées qu'elle professe sont dangereuses. Et les idées ne sont même pas des idées de guerre physique. C'est une question de guerre idéologique entre un ordre inégalitaire et une volonté d'instituer un ordre égalitaire, où tous les êtres humains issus de la même source sont dans une fraternité, si vous voulez. Alors que les Noirs, les afrodescendants, sont une petite minorité, numériquement parlant, à peu près 12% de la population, ils sont majoritaires, ils sont particulièrement surreprésentés dans les prisons et notamment dans les couloirs de la mort, où très souvent des Noirs sont maintenus pendant 20 ou 30 ans, condamnés à mort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Un des cas particulièrement représentatif de cette vulnérabilité qui frappe les afrodescendants aux États-Unis, c'est l'affaire Mumia Abu Jamal. Le thème de cette émission ce soir. Prisonniers politiques historiques des USA sont des prisonniers de la guerre pour les droits humains. Leur dossier doit être placé à l'agenda international maintenant, afin qu'un protocole de libération collective soit adopté. Avant de terminer, revenir sur l'engagement des sportifs, puisque tout le monde est genou à terre, quoi, en ce moment, quoi. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on peut faire un tout petit retour. Pour nous, il y a deux grands moments avant ce genou à terre au niveau des sportifs. Il y a 1967, quand Mohamed Ali dit que je ne vais pas me battre au Vietnam, parce qu'aucun Vietcong ne m'a traité de sale nègre. C'est la première personnalité du pays qui se prononce ouvertement contre la guerre du Vietnam. Et ça va ouvrir le débat. Lui, bien sûr, on le déchoit de son titre immédiatement, on l'interdit même de ring, et puis bon, bah évidemment, l'histoire tourne. Il était l'avant-garde, l'histoire tourne. Et donc, 2 ans plus tard, bah, on le laissera remonter sur le ring, et puis on sait que c'est en 74, en Afrique, qu'il a récupéré son titre mondial à Kinshasa. Ensuite, l'année suivante, c'est l'affaire de John Carlos et de Tommy Smith sur le podium aux Jeux Olympiques de Mexico. Pour les Français, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, c'était Roger Bambuc qui était dans le sprint à l'époque. Voilà. Le pays, à ce moment-là, le Mexique, pas que le Mexique, hein, on est en 68, était en pleine ébullition. Et il y avait eu des centaines de morts au niveau du mouvement étudiant. Et donc, la situation est explosive. Et donc, il y a John Carlos et Tommy Smith qui décident de lever le poing. Ils ne lèvent pas seulement le poing, hein. Ils font plusieurs choses. Ils viennent en chaussettes noires. D'ailleurs, ils avaient couru avec des chaussettes noires. Ils enlèvent les chaussures. Ça, c'est pour montrer ce que c'est que la pauvreté des Noirs, quoi. Pas de chaussures. Ils sont mis un foulard ou un collier autour du cou pour rappeler les lynchages. Ils regardent la terre. Et pendant qu'on est en train de jouer l'hymne, la terre mère, là, sur laquelle on se met à genoux, là, aujourd'hui. On met le genou à terre, sur la terre mère. Bien sûr, ils brandissent le poing avec des gants noirs. Ils en ont acheté une paire. Hein. Il y en a un, je vois, c'est la main droite, l'autre, c'est la main gauche. Bon. Ce qui signifie clairement le refus radical de la communauté noire de souscrire à cet ordre inégalitaire, raciste, et le fait qu'on soit en totale résistance. Donc c'est ça que ça signifie. Bon, à l'époque, il y avait même un autre, le troisième qui était sur le podium, le médaille d'argent. Lui, c'était un blanc d'Australie, et il a été solidaire
il a mis un macaron, il a été au courant, il a mis un macaron, il a été solidaire et on ne lui a pas pardonné en Australie. On ne lui a pas pardonné. C'est-à-dire que les Jeux olympiques suivants, alors qu'il avait fait les temps requis, il en a été exclu. Et quand il y a eu des Jeux en 2000 en Australie, il n'a pas été invité. Et ce monsieur-là est mort, Peter Norman, en 2006, et Carlos et Smith ont pris leur avion, sont allés en Australie, et c'est eux qui ont porté le cercueil. Bon. Carlos et Smith, bien sûr, après ce coup d'éclat, d'abord, on leur a dit dans les 2 jours qu'il faut qu'ils quittent la délégation américaine, qu'ils quittent. Ils n'avaient pas un centime, ils erraient dans Mexico, ils n'avaient pas un centime. C'est leurs femmes qui ont trouvé l'argent pour venir les récupérer. Ils étaient clochardisés, quoi. Du jour au lendemain, ils venaient de gagner médaille d'or, médaille de bronze, du jour au lendemain. Quand ils ont levé le poing, mais la délégation américaine était hystérique, Blanche était hystérique. Les responsables, les officiels du moins, parce qu'au niveau de l'équipe, il y en a qui disaient que on laisse, enfin c'était partagé au niveau de l'équipe. Même dans les blancs, il y en a qui soutenaient, c'était partagé. Au niveau des responsables, et des supporters, c'était l'hystérie. On sifflait, on voulait leur faire la peau. Et ils sont rentrés, ils ont été ciblés, ils se sont retrouvés avec des croix du Ku Klux Klan devant la porte. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y a donc je sais plus, il y a quelques années, à un moment on faisait encore des militantismes. Imaginez, militantisme, pour que les mairies aux États-Unis ne donnent pas leurs locaux pour que les gens du Ku Klux Klan puissent s'habiller. Parce qu'avec leur défilé du clan, il y a un endroit, souvent ils demandaient un local pour faire vestiaire, pour venir prendre leur tenue, et on était obligé de militer pour empêcher que les mairies collaborent à ça. Donc, pour vous dire comment on est dedans, quoi. On n'est pas dans des choses anciennes, on est dedans. Bon, et voilà maintenant, donc on a parlé de Carlos et Smith, maintenant, ben voilà, on est avec Colin Kaepernick qui met le genou à terre et qui dit que je ne peux pas respecter un drapeau, le drapeau d'un pays, je ne peux pas être fier du drapeau d'un pays qui opprime les Noirs. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et tout de suite, il est foutu à la porte. Mais Nike le récupère aussi sec. Et vu la tournure des événements, 2 ans après, Nike le récupère et la valeur des actions de Nike à la bourse de Wall Street s'envole. Et du coup, la Ligue de football se dit que on a peut-être dégagé un peu vite et fait son mea culpa. Et ce qui est intéressant dans ce genou à terre, c'est qu'en fait, c'est le genou à terre de Martin Luther King en 65 à Selma. Et c'est très intéressant parce que ce genou à terre veut dire beaucoup de choses. Et je le répète, genou à la terre-mère, à qui on renvoie le jugement. Voilà. Donc ça c'est pour le petit historique par rapport à cette continuité. Mais bien sûr, la situation des sportifs est très différente. Les sportifs étaient des miséreux il y a 60 ans. Aujourd'hui, il y a des millionnaires et il y en a un certain nombre qui investissent dans la communauté et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On a besoin de sortir de cette matrice déjà intellectuellement par les écoles et bien sûr avec une économie qui alternative. Parce que c'est vraiment un enfermement psychologique dans lequel les gens se trouvent, quoi.